s'asseoir, s'il vous plaît. On va commencer ce conseil municipal. Prenez place. Bonsoir à tous. Je vais procéder, comme à l'accoutumée, à l'appel des présents. Joël Mizrahi, qui a donné procuration à moi-même. Patrick Sabatier. Présent. Marie-Christine Cianarella. Frédéric Plat. Isabelle Lévy-Fanucci, qui a donné procuration à Frédéric Plat-Gavaudan. Patrick Minéo. Présent. André Collin. Présent. Jean Tomaselli. Présent. Martine Schex. Serge Bénica. Présent. Christian Lartaud. Présent. Marie-France Rosti. Henri Carvin. Présent. Lionel Docubert, qui a donné procuration à Serge Bénica. Jacqueline Fabre. Bernard Croze, qui a donné procuration à Patrick Sabatier. Marie-Claude Allary. Maurice Attias, qui a donné procuration à Christophe Moulin. Christophe Moulin. Emmanuel Girard-Tivillier. Corinne de Ranieri. Sandrine Frère. Laurent Castillo, qui a donné procuration à Jean Tomaselli. Stéphanie Gricot de Conin, qui a donné procuration à Marie-Claude Allary. Émilie Partouche. Anthony Paget. Anaïs Abrahamian. Loïc Rousseau. Jean Naya, qui est absent. Monique Robineau-Chélan. Charles Dalmasso, qui est absent. Aurélie Trichot-Pirani, qui a donné procuration à Corinne de Ranieri. Francine Larocca. José Gonzalez. Merci à vous tous d'avoir répondu à l'appel de votre nom. Nous nous retrouvons donc pour le premier conseil municipal de l'année. Même si j'avais eu l'occasion de vous présenter mes vœux au nom de toute l'équipe et de l'ensemble de ce conseil municipal en vidéo dès le 1er janvier dernier depuis la place de l'Église, où lors de la fête de la Saint-Clair avec l'ensemble de l'équipe du comité des fêtes, je profite de ce conseil pour vous renouveler mes meilleurs vœux pour les 12 prochains mois de santé, de bonheur et de réussite. Comme vous en avez pris l'habitude, ce conseil municipal est filmé et diffusé en direct sur la page Facebook de la commune et sur le site allo.com pour répondre à la double exigence de proximité et de transparence que nous nous sommes fixés. Avant d'entamer l'ordre du jour du conseil municipal, je tenais à revenir sur plusieurs sujets d'actualité qui méritent d'être abordés en ouverture de notre séance. Premièrement, revenir sur le succès de la descente des bergers qui a eu lieu à 18h pour la première fois le 24 décembre dernier. Vous savez à quel point nous sommes attachés à Allo depuis très longtemps à faire vivre nos traditions provençales. Et je tiens à souligner la ferveur exceptionnelle qui a animé cette descente des bergers organisée pour la première fois à la tombée de la nuit dès 18h15 dans la soirée de Noël, donc le 24 décembre. Ce nouvel horaire a permis de réunir 3 fois plus de participants et de spectateurs qu'à l'accoutumée, sans nuire au bon déroulement des messes de minuit et de 19h. Donc c'est une vraie satisfaction et un encouragement pour l'avenir afin de faire rayonner toujours davantage notre identité provençale avec tous les bénévoles du comité des fêtes, les services municipaux et tous ceux qui s'engagent dans cette voie depuis très longtemps. J'en profite aussi pour souligner l'organisation le 6 janvier dernier des États généraux de Provence à Allo. Parce que pour s'assurer justement que notre identité provençale perdure, j'ai tenu à mobiliser les moyens du département pour que tous les acteurs clés de nos traditions puissent se réunir ici même dans le cadre des États généraux de Provence, qui sont des rencontres citoyennes organisées jusqu'à fin janvier par Martine Vassal. Ainsi, de nombreux acteurs locaux ont répondu à l'invitation, que ce soit Paulin Reynard du Félibrige, Jean-Pierre Richard du collectif Provence, Jean-Michel Turc du Grillet, ainsi que de nombreuses associations d'Allo et de l'ensemble du département. Certains venaient du pays d'Arles et des alentours. Cette phase de consultation citoyenne a permis des échanges constructifs, mais aussi de dégager des propositions concrètes pour faire rayonner la culture provençale à l'avenir. Nous aurons l'occasion d'en parler à nouveau prochainement. Le troisième sujet que je souhaitais aborder en préambule de ce conseil municipal, c'est l'amélioration nécessaire du réseau de bus de la RTM sur la commune d'Allo et aussi celle de Plante-de-Cuc. Et je vous invite pour cela à donner votre avis avant le 28 février prochain dans le cadre d'une consultation qui est en cours avec la RTM et la métropole. Avec le maire de Plante-de-Cuc, Laurent Simon, nous avons demandé à la RTM de doubler l'offre de bus sur nos 2 communes d'ici au 1er janvier 2025. Donc, outre le renforcement de l'offre vers le métro de la Rose, il est indispensable de voir notre territoire mieux desservi vers de nouveaux secteurs comme celui de la Valentine, qui est un bassin d'emploi et de consommation important, ou en ouvrant aussi une ligne régulière en lieu et place de la ligne 7 ou 7T qui relierait Allo à la Fourragère, qui est là aussi une interconnexion avec le métro à l'autre extrémité de la ligne 1. Ainsi,
Je vous encourage vraiment à participer à cette consultation publique qui est ouverte jusqu'au 28 février prochain. Vous pouvez retrouver toutes les informations et les liens utiles sur le site de la mairie, à savoir allo.com. Ceci étant dit, nous allons pouvoir entamer l'ordre du jour de ce conseil municipal avec la désignation du secrétaire de séance. Donc j'ai procédé à l'appel nominal des élus et je déclare la séance ouverte. Je propose la désignation de Loïc Rouzot, qui est le Benjamin de notre Assemblée, pour occuper les fonctions de secrétaire de séance, conformément à l'article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales. Qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient. Donc Loïc Rouzot est désigné à l'unanimité pour être le secrétaire de notre séance du soir. Nous allons approuver aussi le procès-verbal de la séance du dernier conseil municipal qui a eu lieu le 16 décembre dernier, il y a un peu plus d'un mois. Comme vous le savez, ce document retrace le déroulement du conseil municipal précédent et il est soumis pour avis à l'Assemblée. Est-ce que certains d'entre vous ont des remarques à formuler par rapport au procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal ? Si ce n'est pas le cas, je le soumets à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est approuvé à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons sans plus tarder au premier volet de ce conseil municipal, à savoir celui des finances. Vous savez que ce conseil municipal sera marqué notamment par le débat d'orientation budgétaire. Et donc nous aurons à prendre acte du rapport qui nous sera présenté par M. Jean Tomaselli, l'adjoint aux finances, d'ici quelques instants. Avant que Jean Tomaselli s'exprime, je voulais rappeler quelques éléments d'information concernant les orientations budgétaires qui nous préoccupent pour les 12 mois à venir. Le budget 2023 sera soumis au vote des élus à l'occasion du prochain conseil municipal qui sera réuni avant le 31 mars prochain. Et sur la base, il nous permet de discuter des principes de gestion qui vous sont aujourd'hui présentés et que vous retrouverez dans le rapport sur les orientations budgétaires qui a été envoyé à l'ensemble des membres de cette Assemblée. Conformément aux objectifs de transparence que nous nous sommes fixés, ce rapport sera mis en ligne sur le site internet de la ville et accessible à tous, comme nous le faisons chaque année depuis 2020. Cette année est une année un peu particulière, vu le contexte national et international. Et dans le prolongement de l'exercice 2022, l'année 2023 sera particulièrement marquée par les conséquences économiques liées à la crise sanitaire et au contexte international qui impacteront directement le budget de la commune, comme de toutes les communes de France. Nous avons ainsi intégré dans nos dépenses 2023 la hausse des tarifs de l'énergie. Le débat n'a échappé à personne, avec un coût moyen du gaz et de l'électricité qui est multiplié par 4 par rapport à 2021, ce qui correspond à un impact de plus d'1 million d'euros. C'est considérable. Nous avons également à prendre en compte l'inflation qui a atteint un niveau inégalé depuis plus de 40 ans. L'indice des prix a augmenté de 7,2% sur la dernière année. Et à titre d'exemple, par exemple, le budget pour les seules denrées alimentaires de la cantine scolaire augmente à lui seul de 150 000 euros. Enfin, la commune prend à sa charge les revalorisations salariales qui découlent des décisions prises par le gouvernement, des augmentations de SMIC en janvier, en mai, en août, une nouvelle augmentation du SMIC en janvier 2023 et une revalorisation du point d'indice qui était intervenue à l'été dernier de 3,5%. Les plus bas salaires, et c'est une bonne chose, ont été ainsi revalorisés de plus de 7% sur 2022, ce qui semble légitime compte tenu du niveau d'inflation, mais ça se fait sans contrepartie financière pour le budget des communes. Donc l'État décide et les communes exécutent. Je précise qu'au niveau de l'ensemble des agents, la progression moyenne des salaires sur 2022 est de 4,3%. Dans ce contexte de pression sur le budget de la commune et au-delà de la rigueur de gestion qui est la nôtre depuis 3 ans, la municipalité a su mener des actions rapides et efficaces dès l'exercice 2022 qui nous ont permis de dégager 1,3 million de marge de manœuvre supplémentaire dès la fin de l'année dernière. Nous avons déployé un plan de sobriété énergétique, j'y reviendrai dans quelques instants, qui nous a permis de réaliser en quelques mois 21% d'économies. Nous avons poursuivi nos recherches actives de financement et de partenariat. Je vous rappelle qu'on a multiplié ce soutien financier de nos partenaires par 10 entre 2020 et 2022, passant de 820 000 euros à 8,3 millions d'euros. Et nous avons aussi maîtrisé les effectifs de la commune afin de limiter la hausse de la masse salariale. Ainsi, nous sommes passés de 418 équivalents temps plein en décembre 2021 à 400 en décembre 2022, ce qui représente une diminution des effectifs de près de 5%. Le plan de sobriété énergétique
Et les investissements que nous avons réalisés depuis 3 ans ont permis de réduire la consommation énergétique totale des équipements municipaux entre 2020 et 2022. Et avec les nouvelles actions que nous avons entreprises depuis le 1er novembre dernier, ça va nous permettre d'atteindre une diminution de nos consommations énergétiques au-delà des 20% à la fin de l'année 2023. On estime à peu près à 21% cette diminution. Donc sans cette réduction de consommation énergétique, la facture pour la commune aurait été de 2,6 millions d'euros. Et donc ce sont 800 000 euros d'augmentation que nous n'aurons pas à assumer grâce à toutes les mesures qui ont été mises en place dans le cadre de ce plan de sobriété énergétique. Je passe au volet suivant que j'ai évoqué rapidement, ce qui concerne les subventions, le soutien financier, les partenariats dont nous bénéficions désormais. Nous avons mis, vous le savez, une stratégie de recherche active de tous ces soutiens qui sont indispensables auprès de l'ensemble de nos partenaires institutionnels, ce qui nous a permis de recevoir déjà un peu plus de 11,6 millions d'euros de subventions depuis la fin de l'année 2020. En 2022, nous avons continué sur le même rythme et nous avons d'ailleurs signé, pas plus tard que mercredi, donc à Savoie hier, en lien avec le maire de Plante-de-Cuc, Laurent Simon, et l'ensemble des équipes de la mairie d'Allauch et de Plante-de-Cuc, une convention avec la CAF qui va nous permettre là aussi d'optimiser encore un peu plus le soutien que cette institution peut nous apporter, avec une hausse d'un soutien financier de 20%. On passera à peu près d'une dotation de la CAF de 800 000 à 1 million d'euros. Ça va nous permettre de mettre en place de nouveaux services à destination de la population, à améliorer le nombre de berceaux en crèche, mise en place d'un pôle handicap au sein du CCAS, création d'un relais petite enfance pour trouver une solution de garde à tous les parents des communes d'Allauch et de Plante-de-Cuc, entre autres choses. Nous avons donc instauré des recherches de partenariat qui nous permettent donc aussi d'associer de manière plus active les entreprises de la commune à l'organisation de nos manifestations. Nous avons multiplié ces soutiens par 10 et nous en aurons un exemple au cours même de ce conseil municipal. On le verra tout à l'heure dans le cadre notamment de l'opération de reboisement qui aura lieu au mois de mars prochain, ainsi que dans le cadre du concours de Nouvelle Marcel Pagnol qui aura lieu début février. Sur donc les grands objectifs et les moyens que nous nous donnons pour les grandes orientations budgétaires de l'année à venir, nous avons donc pu dégager de nouvelles marges de manœuvre. Et l'essentiel, c'est de pouvoir préserver, et c'est vraiment là l'objectif principal, le pouvoir d'achat des Allaudiens, tout en améliorant toujours la qualité du service public, que ce soit en termes d'éducation, de sécurité, d'environnement ou encore de propreté. Nous avons décliné ce débat d'orientation budgétaire autour de 3 axes. Le premier, donc, ça sera celui de préserver le pouvoir d'achat des familles. Les tarifs relatifs aux familles, comme ceux des cantines, de la garderie, du centre aéré, restent inchangés malgré les hausses de coûts auxquelles j'ai fait référence il y a quelques instants. Je vous rappelle que les tarifs de la cantine n'ont pas augmenté depuis la rentrée 2020, ce qui constitue une réelle volonté dans un contexte où nous avons à supporter une hausse majeure des coûts de production impactés par la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Le deuxième axe des orientations budgétaires 2023 sera de poursuivre le plan d'investissement que nous nous sommes fixés sans avoir à recourir à l'emprunt. Bien que notre encours de dette soit déjà inférieur de 20% à la moyenne des communes de notre strate, nous avons la possibilité de financer l'ensemble de notre programme d'investissement de 2023 sans avoir besoin de recourir à un nouvel emprunt, ce qui est une très bonne chose, sachant que les taux ont beaucoup augmenté ces derniers mois. Le programme d'investissement qui vous sera précisé par Jean Tomaselli, notre adjoint aux finances, dans quelques instants, n'en reste pas moins ambitieux, avec notamment la livraison du futur hôtel de ville qui permettra le retour des mariages au cœur du village, ainsi qu'un nouvel espace pour y accueillir les services de l'état civil, la finalisation des travaux du pôle culturel de l'usine électrique, l'acquisition du terrain pour la construction du futur groupe scolaire et du centre aéré des embus, ou encore la poursuite des investissements qui sont absolument nécessaires en matière de mise en accessibilité des bâtiments, de transition énergétique et d'extension de la vidéoprotection au service de la sécurité des Allaudiens. Nous mettrons un point d'honneur aussi à mener à bien le plan de végétalisation qui sera mis en œuvre au sein de nos écoles, à commencer par celle de Piédautry d'ici à l'été prochain. Le troisième axe de ces orientations budgétaires sera le maintien des taux d'imposition communaux. Je vous rappelle que nous n'avons pas augmenté les impôts communaux en 2020, que nous les avons baissés symboliquement de 1% conformément à notre engagement
en 2021. Nous n'avons pas augmenté en 2022 et nous n'augmenterons pas ces taux à nouveau en 2023. Je peux vous dire que c'est une vraie performance d'arriver à ce résultat, de garder ce taux d'investissement dans ce contexte budgétaire particulièrement contraint. Je vais juste citer quelques chiffres. C'est la hausse des impôts fonciers, par exemple à Marseille, plus 16,3%, à Martigues, plus 19%, à Istres, plus 9,90%, et c'est en moyenne une hausse des impôts fonciers de 4,7% qu'ont à subir les ménages à l'échelle de la France. Ce ne sera pas notre cas à l'eau, la part des impôts communaux reste stable, et c'est un devoir que nous nous fixons et que nous maintiendrons jusqu'en 2026. Enfin, le dernier objectif du budget 2023 sera d'intégrer le coût du renforcement des services de la police municipale ainsi que des services liés à la proximité et à la propreté. En ce qui concerne le renforcement des services de la police municipale, vous savez qu'il s'agit là d'une priorité qui nous anime depuis un peu plus de 3 ans. Nous avons fait de la sécurité un des objectifs majeurs de ce mandat et nous continuerons de renforcer ce service tant que cela sera nécessaire et que nous ne bénéficierons pas de renfort de la part des services de l'État à travers notamment le commissariat de Plante-de-Cuques. Et là, nous aurons à y travailler notamment avec monsieur le député José González ainsi qu'avec le maire de Plante-de-Cuques, Laurent Simon, en lien naturellement avec Patrick Minéo. Nous allons mettre aussi un point d'honneur et nous allons apporter une attention plus particulière à l'entretien de l'espace public avec le renforcement des services techniques et notamment du service proximité et des moyens qui lui sont alloués. C'est pour compléter plus efficacement l'action de la métropole dans l'exercice de ses compétences. Malgré tout ce que nous avons pu entreprendre, nous sommes contraints d'engager ces actions pour améliorer le cadre de vie de tous les Alaudiens. Donc vous l'avez compris, dans un contexte de crise économique exceptionnelle, les orientations budgétaires 2023 traduisent ainsi parfaitement nos objectifs, à savoir s'appuyer sur une gestion financière rigoureuse afin d'améliorer la qualité du service public apporté à la population, rechercher le partenariat financier des grandes institutions et poursuivre la mise en œuvre du projet municipal et la réalisation de grandes opérations d'aménagement au cours du mandat pour limiter l'impact de la crise économique sur l'économie locale tout en préservant le pouvoir d'achat des Alaudiens. Je ne vais pas être plus long et je vais laisser la parole à M. Jean Tomaselli, adjoint aux finances, qui va vous apporter des éléments complémentaires nécessaires à la bonne compréhension des orientations que je viens de vous exposer. Merci, Monsieur le maire. Donc, les orientations budgétaires 2023 s'inscrivent en effet dans le prolongement de la politique de rigueur, de justesse et de rationalité que nous menons depuis 3 ans et qui nous permet aujourd'hui d'avoir des indicateurs de gestion au vert dans tous les domaines, malgré le contexte qui aurait dû largement dégrader nos marges de main-d'œuvre. Donc, je vais vous présenter 2 indicateurs qui s'affichent dans la capacité d'autofinancement. Comme vous pouvez le constater sur les histogrammes, donc notre capacité à autofinancer nos investissements a doublé. Elle passe de 1,3 million à 2,7 millions d'euros, soit une augmentation de 1,4 million d'euros, et bien au-delà de son niveau d'avant la crise sanitaire. Sur le graphe de droite, donc, c'est notre taux d'épargne qui est passé de 9,6% à 13,5%, donc une augmentation de 3,9%, soit bien au-dessus du seuil symbolique des 10% qui est reconnu comme bon. Comme l'a précisé Monsieur le maire, ces nouvelles marges de manœuvre nous permettent d'équilibrer le budget 2023 sans avoir à recourir à l'emprunt. Le deuxième indicateur, c'est donc l'encours de dette. Vous pouvez constater donc que la dette est au plus bas. Nous continuons donc la bonne gestion que nous avons initiée au début du mandat. Non seulement nous avons réduit l'encours de dette qui est passé de 18 millions au début du mandat à 17,7 millions en fin d'année, donc 2023, mais de plus nous avons significativement réduit le coût de cette dette. En effet, notre politique active en matière de gestion des emprunts nous aura permis de passer le coût de la dette de 760 000 euros d'intérêt en 2019 à 580 000 euros en 2023, soit 180 000 euros d'économie. En ce qui concerne la dette par habitant, vous pouvez voir donc sur le graphe que nous sommes à 832 euros par habitant pour Allo et 999 euros au niveau national. Donc vous pouvez constater que la dette par habitant des autres communes de taille comparable est en moyenne plus élevée de 20%. Maintenant, on va passer donc au budget prévisionnel de 2023. Dans un premier temps, donc, c'est le budget prévisionnel de fonctionnement. Il devrait avoisiner 35,7 millions d'euros, donc 5,9 millions au titre de la reprise du résultat des années antérieures. En effet, je vous rappelle que lors du prochain conseil municipal, nous voterons les résultats définitifs 2022 qui seront donc intégrés directement au budget 2023.
Sur les 35,7 millions de budget, vous avez le détail dans vos rapports des 26,9 millions d'euros des dépenses de gestion et des 29,5 millions d'euros de recettes de gestion. Je précise que le rapport fait état de toutes les hypothèses retenues qui permettent d'arriver à ces montants. Ensuite, il y a le budget prévisionnel d'investissement. Donc, il devrait tourner autour de 17,4 millions d'euros. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, 11,4 millions sont destinés à des opérations d'aménagement, d'équipement et des travaux de proximité. Côté recettes, nous pourrons compter en 2023 sur environ 5,6 millions d'euros de subventions. Maintenant, je vais donc vous communiquer le détail des grandes politiques publiques que nous vous proposons autour de 4 thèmes majeurs qui guident notre action, que sont l'éducation, la sécurité, l'environnement et on a changé le cadre de vie locale. Alors, l'éducation, nos orientations, c'est la pérennisation d'activités périscolaires sur le temps intercantine, de nombreux travaux de proximité dans les écoles, la poursuite du plan numérique dans les écoles et l'acquisition du foncier pour le nouveau groupe scolaire des embus. Je vous informe que l'acte a été signé cette semaine. Deuxième thème, sécurité. Donc, c'est la poursuite du renforcement des effectifs de la police municipale, la nouvelle extension du dispositif de vidéoprotection. Cette nouvelle tranche permettrait de porter le dispositif de vidéoprotection de 147 à environ 160 caméras. La mise en place de boutons d'alerte citoyens pour lesquels nous avons eu une subvention de la région et la poursuite des études pour un poste central de police municipale au cœur de la commune. Ensuite, le thème environnement et transition énergétique sont au cœur de notre budget de 2023 avec la poursuite du plan de végétalisation de la commune qui verra la mise en œuvre des premiers projets dans les écoles. Les groupes scolaires d'Allo, Centre et de Piédoterie sont les premiers concernés. La réalisation de jardins partagés et la poursuite et l'extension de programmes de rénovation thermique des bâtiments communaux et la poursuite de la rénovation de l'éclairage public. Ensuite, le dernier item dans le cadre de vie. Donc, ça prend en compte le renforcement des moyens de services de proximité, propreté. Monsieur le maire vous en a parlé en introduction. La poursuite du développement du tissu associatif. Je vous rappelle que depuis le début du mandat, la volonté de l'équipe municipale a été de dynamiser davantage le tissu associatif et de rendre l'organisation des manifestations traditionnelles aux associations. Le budget de 245 000 € serait ainsi supérieur de plus de 65% par rapport à celui de l'exercice 2019. Toujours au titre de la vie locale, le budget intègre la poursuite des travaux pour un pôle culturel à l'usine électrique qui intégrera notamment une médiathèque, la maison du tourisme, un espace de coworking et un espace d'exposition. Et enfin, nous prévoyons d'inscrire la totalité des crédits nécessaires à la réalisation des travaux de réhabilitation de l'hôtel de ville en salle des mariages, du conseil municipal et du service de l'état civil. J'en ai fini pour les grandes lignes de ces orientations du budget 2023. Les orientations que nous vous proposons s'inscrivent dans la continuité de ce que nous avons initié depuis 3 ans. Donc, je vous rappelle, 2020-2021, nous avons traversé la crise sanitaire. 2022, nous sommes en pleine crise économique avec une inflation importante, un prix des énergies qui a fortement augmenté. Et malgré tout, nous avons des résultats financiers plus que satisfaisants. Au-delà des résultats financiers, nous continuons notre programme d'investissement dynamique. Programme d'investissement que nous avons défini sur la base de la concertation que nous avions menée avec les Allodiens. Nous avons développé de nouveaux services tournés vers les besoins des administrés, comme la maison France Service par exemple. Et les marges de manœuvre que nous continuons à dégager nous permettront de poursuivre dans cette dynamique. En conclusion, on peut dire que les orientations budgétaires de 2023 s'inscrivent dans cette continuité avec cohérence, rigueur et pertinence. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup Jean Tomaselli pour cette présentation très détaillée qui pose la base du budget 2023 que nous aurons à voter collectivement d'ici au mois de mars. Donc c'est une vraie satisfaction que sur ce budget 2023, malgré le contexte inflationniste que nous connaissons, ceux des prix, coût de l'énergie, que tous les indicateurs soient ouverts comme cela vous a été présenté dans le détail. Ça nous permet de préserver le pouvoir d'achat des familles, c'est absolument indispensable. Pas de hausse des impôts communaux, contrairement à ce que vont faire une grande majorité des communes, ni d'augmentation des tarifs pour les familles, que ce soit les prix des cantines, de la garderie, du centre aéré et de tous les services municipaux proposés aux plus petits. Nous allons donc pérenniser le plan de sobriété énergétique pour 2023 et nous essaierons même d'aller plus loin si cela est possible. Nous maintenons un plan d'investissement très ambitieux, cela a été rappelé, en faveur
des écoles, de la police municipale, de ce pôle culturel, la caserne des pompiers aussi qui sera réalisée dans le courant de l'année. Nous y parvenons malgré ce contexte difficile grâce à cette grande rigueur budgétaire et au soutien financier de nos partenaires institutionnels, comme cela a été souligné. Et enfin, grâce à cette gestion financière saine, nous n'aurons pas recours à l'emprunt en 2023, ce qui est bon à double titre quand on voit notamment la hausse des taux qui sont en vigueur là depuis ces derniers mois. On en a fini pour cette première phase de présentation. Je vais demander s'il y a des prises de parole, notamment sur les bancs de l'opposition. Et je vais commencer par donner la parole à Madame Monique Robineau. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, avant tout, je vous souhaite une bonne année 2023 de santé et de bonheur. Alors, après être retourné sur les bancs de l'école, faisant suite à votre demande, à la demande de votre part, réflexion désobligeante digne d'un enfant de la maternelle, je demeure pour autant ferme dans mon opinion et étant donné le contexte de crise économique avec un pic de la hausse des prix qui n'est pas encore atteint et que je vous ai pourtant demandé à maintes reprises de prendre en compte, il serait urgent de remettre à plat votre gestion dispendieuse. La sobriété exemplaire, la politique rigoureuse et la maîtrise de l'urbanisme, tant vantées par vous, ne sont que politiques d'illusion. En fait de maîtrise, je dirais plutôt que vous maîtrisez l'art des apparences. J'ai, par conséquent, été choquée de constater que malgré la manne financière générée par la majoration de la valeur locative par l'État de 3,4% pour 2022, et pour 2023, détail que vous avez omis de mentionner dans votre document de présentation, tenez-vous bien, qui augmentera de 7,1%, soit 1 278 455 € de recettes supplémentaires pour atteindre un montant de 19 284 857 qui représente pour notre commune 65% des recettes de gestion. Vous ne prenez aucune mesure visant à alléger la situation des propriétaires. Une chose est sûre, Allo va beaucoup plus profiter de cette revalorisation que bon nombre de communes, vu que nous comptons davantage de propriétaires, soit 73% en résidence principale et environ 4% en résidence secondaire, ce qui n'est bien sûr pas le cas des communes que vous avez énoncées dans votre présentation. Nous voyons donc très clairement que la hausse de la pression fiscale cible ces derniers. Alors vous devriez, en remerciement et pour compenser l'effort financier demandé aux propriétaires allodiens qui se retrouvent dans une situation insoutenable, prévoir de réduire les taux locaux de la taxe foncière sur le bâti et le non-bâti avant le 15 avril afin de compenser tout ou partie de la hausse automatique des bases, et cela vous est tout à fait possible, à condition de revoir votre copie en réduisant les études pour de futurs investissements, les frais de personnel qui représentent 67% des dépenses, soit 18 102 500 € et les dépenses dévolues aux services. Alors je suis choquée aussi par l'article paru dans l'édition du 22 janvier de La Provence où vous affirmez avoir baissé de 60% le taux de permis de construire alors que les constructions de tout type fleurissent sur notre territoire. Cela est sans doute dû partiellement au fait que nos propriétaires de terrains non bâtis, étranglés par la pression fiscale avec un taux aussi de 71,70%, à laquelle vous complétez le tableau, on doit ajouter la revalorisation 2023 de 7,1% de la valeur locative qui a des effets désastreux, se trouvent souvent dans l'obligation de céder
sous la pression des promoteurs immobiliers. À mon avis, vous connaissez mal les problèmes de Il pouvoir est donc d'achat, fait- Madame Robineau. je vous demande Vous de ne qui pas habitez à je- Plan-de-Cuc, Je vous demande, monsieur vous le avez maire, de ne pas certainement noté. m'intervenir. Non, Vous savez très ici bien c'est moi que- qui ai réparti Bon, la parole. non, mais la Vous parole, m'interpellez, je vous je ne réponds. vous interpelle Vous qui pas, je habitez à continue. Plan-de-Cuc, Il est vous avez enfin certainement. choquant de Vous êtes constater mal les placé pour donner des dépenses leçons aux gens qui ont des excessives difficultés que en vous matière de faites pouvoir peser d'achat. sur les Continuez. épaules des contribuables par des recrutements à Ouais. tour de bras, il est aisé de comprendre pourquoi, sachant que la fin justifie les moyens. Alors, en ce qui concerne les recrutements envisagés pour la propreté et proximité, qui viendraient compenser les manquements des services de la métropole, il serait judicieux, en votre qualité d'élu métropolitain, d'aller en discuter avec les hautes instances et négocier avec la présidente Martine Vassal, qui est également présidente du conseil départemental, pour pouvoir obtenir un travail plus qualitatif. Par contre, il est urgent de recruter des policiers municipaux, car notre commune connaît une recrudescence de la délinquance. Alors, pour conclure, je dirais que nous devons nous poser un certain nombre de questions. Dans une commune comme la nôtre, La vraie nous question, ne c'est pourquoi pouvons vous n'avez nous été permettre jamais de élu ni mener à l'eau une ni à Plan-de-Cuc. politique C'est ça la vraie hasardeuse, question. avec des Quand on voit les dépenses responsabilités de gestion votre discours. qui atteignent Ouais. des montants vertigineux, 26 888 306, et s'ajoutent plus d'un demi-million de charges foncières, alors il serait préférable, au regard de la manne dont vous disposez, dans un contexte de crise, de prendre des mesures pour redonner effectivement du pouvoir d'achat aux Alaudiennes et aux Alaudiens. Je note, et c'est en tout cas ce que je comprends en analysant le tableau, que vous envisagez de transférer dans son intégralité les résultats de fonctionnement des exercices 2021 et 2022 sur le budget investissement 2023, soit la somme de 5 891 449, ce qui réduira considérablement votre marge de manœuvre en fonctionnement. Alors, dans un moment où le pays connaît de graves difficultés, il serait bon de garder des réserves qui vous laisseront une belle latitude d'action pour régler certaines questions. Ça tombe bien, les taux Alors, d'épargne pour le s'améliorent. budget 2023, osez baisser les taux locaux de la taxe foncière sur le bâti et le non-bâti. Osez, pour des raisons environnementales et de sobriété énergétique, mettre en place l'exonération temporaire de la taxe foncière pour les propriétaires qui réalisent des travaux d'économie d'énergie pour les logements, comme cela se fait dans beaucoup de communes. Osez la solidarité, osez donner un coup de pouce fiscal à destination des propriétaires et osez mettre un frein à des investissements qui vont alourdir les dépenses de fonctionnement. Je vous remercie. C'est toujours savoureux de vous entendre donner des leçons. Je pense que le plan de formation est loin d'être terminé. Les chiffres de 7%, je les ai cités en introduction, vous n'avez pas dû les entendre. J'ai fait référence à l'inflation, naturellement. J'ai fait référence à beaucoup de choses que vous citez. Et puis ce qui est savoureux aussi, c'est citez-moi une autre commune que celle d'Allo qui a baissé ses taux d'imposition communaux depuis 2020. Citez-moi une seule. Non, mais vous n'avez Citez-moi pas à me une. poser des questions. Ah. Mais qui vous êtes, monsieur Je suis Non, monsieur mais le maire attendez. et vous êtes une Vous élue êtes- d'opposition. vous Nous êtes sommes dans monsieur un le débat maire. d'orientation budgétaire. Vous me Oui. posez, vous m'interpellez, je vous réponds. Je Est-ce vous que fais vous des avez, est-ce que vous pouvez me propositions. citer Je n'ai une pas seule à commune parler, du monsieur le département maire. qui a baissé comme nous l'avons fait en 2021 Je le taux n'ai pas à d'imposition parler, mais communale? parce que vous aviez Mais aujourd'hui aucune, parce que beaucoup je de vous le dis, propriétaires. il y en a Et ça, vous aucune. l'oubliez. Il y en a Et si vous aucune. êtes une des seules communes dans les Bouches-du-Rhône à avoir autant de propriétaires. Donc, à Non, chaque fois mais que la bon, valeur mais non, locative vous connaissez augmente, mal le territoire. Sortez de Oh, plan de bien cul que sûr, vous verrez bien qu'à sûr. travers le Allez, département, commencez- à Cassis, à commencez- Aix-en-Provence, à commencez à être Arles, encore dans beaucoup désagréable comme de vous communes. l'êtes Bah, à écoutez, chaque fois vous que savez, je vous fais des remarques. Être une qui élue, sont c'est être importantes. responsable. Oui, ben je le vous avez suis, toujours, vous et avez vous, toujours vous ne été dans l'êtes pas. l'incapacité d'être Ah, élu ouais, à bien plan de sûr. cul, que vous n'avez pas été Mais plus si à l'eau, vous êtes parce élu que vous aujourd'hui tenez à l'eau, vous ce l'êtes type grâce de à moi, discours. alors ne vous Oh, venez ça, pas. ça Ne m'étonnerait. venez pas. Alors Ah ben là, oui, en c'est 2014, formidable. je me demande Non, bien non, avec ne qui vous étiez. ne hein, changez n'est-ce pas rien, vous êtes formidable, ne ben changez oui. rien. Vraiment, ne c'est changerai savoureux pas. et ça vient animer ces débats. Ah non, mais je Bon, ne changerai je pas me- dans je le me- sens je- où les élus, voilà. Mais je pense que- les électeurs d'Allo m'ont élu pour que Non, je ils les vous ont défende. pas lu, ils vous ont Ah tout oui. juste donné 10% des voix et après Absolument vous pas. êtes allié Ils m'ont- avec monsieur Povinelli qui malheureusement Mais n'était dites-moi. plus là pour essayer de vous sauver. On va Aujourd'hui, pas refaire mais les vieux allez, débats. Allez-y Vous- encore voilà. de là.
Avant 2020, vous étiez pour mettre fin au misogyne et vous système. supportez Non, pas jamais à de la chaque vie, fois jamais de la que vie. je fais des Allez. remarques, vous me rabaissez. Ça suffit, Madame Non, Robineau, ça on ne vous a suffit jamais pas, entendu. vous êtes Ça odieux. suffit. On va peut-être avoir un discours un peu plus responsable de la part des autres bandes de l'opposition. Est-ce que Monsieur le député Gonzalez veut s'exprimer? Parce que son point de vue nous intéresse. Non? Non, parce que bon, comme je vous vois prendre en photo Madame Robineau, j'espérais aussi que vous puissiez éventuellement intervenir dans ce débat, parce que j'ose espérer que vous venez pas seulement pour la prendre en photo lors des conseils municipaux. J'aime prendre en photo les jolies filles. Ah ben là, vous dites merci, il n'y a plus de misogynie. C'est intéressant, Madame Robineau, vous savez. Très bien. Jean Tomaselli, est-ce que vous voulez rajouter quelques mots? Donc les taux d'épargne s'améliorent, les indicateurs sont verts. Nous sommes la seule commune du département à avoir baissé les taux d'imposition en 2021. Et naturellement, je l'ai dit, nous n'augmenterons pas les impôts communaux. Dans ce contexte inflationniste, c'est déjà un énorme travail qui a été effectué pour préserver nos marges de manœuvre. Moi, je vois, pour discuter avec beaucoup de maires du département, que ce soit à la métropole, au département, dans les différents organes qui nous réunissent et dans lesquels nous travaillons au quotidien inlassablement, beaucoup de maires sont obligés de renoncer, soit de ne pas maintenir une partie de leur personnel, donc ils mettent fin à des contrats contractuels, ou à renoncer à des projets d'investissement. Nous arrivons à tout mener de front sans augmenter les impôts. C'est une vraie fierté pour l'ensemble de l'équipe municipale. Je tiens à féliciter Jean Tomaselli pour le travail réalisé avec l'ensemble des membres de la majorité qui se sont donnés et qui ont eu des arbitrages parfois difficiles dans chacune de leurs délégations pour s'assurer de ce résultat financier qui est vraiment exceptionnel dans un contexte aussi contraint. Je remercie aussi l'ensemble des services de la municipalité qui ont travaillé d'arrache-pied. On a eu des semaines de rendez-vous, de rencontres, de discussions, vraiment pour aboutir à ce résultat. Je pense que c'est un vrai élément de fierté quand on voit des hausses qui vont de 16 à 20% dans des communes qui ne sont pas pauvres. Dans l'ensemble du département, de la région et bien au-delà, je rappelle que en moyenne en France, les impôts communaux vont augmenter de 4,7%. Ça ne sera pas le cas à l'eau et c'est un vrai élément positif. Et donc, je tiens à le souligner ce soir. Maintenant, nous préservons le pouvoir d'achat des familles dans un contexte particulièrement compliqué. Je rappelle, par exemple, ne serait-ce que sur le prix des denrées alimentaires pour la cantine scolaire, 150 000 € de plus en 2023, et nous n'augmenterons pas d'un centime les tarifs pour la cantine. Ce qui serait déraisonnable, ça serait de baisser et de là nous mettre en difficulté. Là, nous avons conçu ce budget pour maintenir le pouvoir d'achat des familles en préservant les taux d'épargne de la commune, ce qui est à souligner. Monsieur Gonzalez, je vous ai un peu titillé, donc je vois que vous levez la main pour prendre la parole. Je vous la laisse très volontiers. Vous voyez, je prends la parole, je ne fais pas que prendre les jolies filles en photo. Oui, monsieur le maire, pour être juste, effectivement, il faut souligner que c'est vrai, cette présentation est pleine de bonnes intentions, d'accord, mais pour être juste, il faut souligner que si nous n'augmentons pas le taux de la taxe locale municipale, les bases, elles, augmentent. Donc, au final, effectivement, les contribuables payent plus d'impôts. Alors, pour être juste et pour équilibrer, c'est-à-dire pour ne pas augmenter l'impôt payé par le contribuable, il faudrait baisser davantage le taux de la taxe communale. Voilà, c'est tout simple. La responsabilité effectivement des valeurs locatives revient à l'État. Il faut aussi souligner, parce que si on va dans ce champ-là, par exemple la taxe d'habitation pour la dernière tranche, les 30% qui continuaient à la payer ne la paieront plus. Donc vous voyez, nous, ce qui nous importe, c'est les marges de manœuvre et de préserver les marges de manœuvre communales. Après, on subit bien entendu un ensemble de mesures au niveau national, et je vous en remercie de l'avoir rappelé. Maintenant, vous êtes bien placé à l'Assemblée nationale pour être informé, pour participer au débat des projets de loi de finances, etc., de la réalité de ce que c'est. Et effectivement, nous ne pouvons pas compenser, nous, au niveau communal, les hausses qui sont décidées au niveau de l'État. Comme je l'ai rappelé, l'État ne compense pas souvent les hausses de coûts pour les communes. C'est le cas notamment quand il y a des revalorisations du SMIC, une revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, et on pourrait multiplier les exemples à demeure. Donc c'est des coûts qu'on doit être capable d'intégrer. Donc je vous dis, être capable de le faire dans ce contexte inflationniste sans augmenter les impôts, c'est déjà une performance à souligner, et je vous remercie de l'avoir fait aujourd'hui. Donc c'est un débat d'orientation budgétaire, il n'appelle pas de vote, on demande à l'ensemble du conseil municipal d'en prendre acte et nous aurons à voter le budget, comme je l'ai dit, et comme on l'a rappelé avec Jean Tomaselli, au mois de mars prochain. Oui, monsieur Tomaselli. Je veux quand même rajouter au-delà du banc des écoles, on est quand même dans une situation qui est très compliquée, en termes de prix des énergies. Je voyais un boulanger, je crois que ses dernières factures étaient de 100 000 € sur 2 mois. Enfin, je veux dire, voilà, le débat, on n'a pas à le faire, c'est connu de tous. Dans ce contexte-là, on a réussi à économiser, à ne pas emprunter, à ne pas augmenter. Au bout d'un moment,
Non, mais je vous parle, ne remontez pas au calendrier, je vous parle de cette année. Le taux d'emprunt est resté inchangé en 2022. Je vous dis qu'aujourd'hui, l'actif est maîtrisé, c'est-à-dire qu'il y a des investissements qui rendent pérennes les bâtiments communaux, qui sont fléchés vers les administrés pour différentes raisons, que ce soit les écoles ou autres. Il n'y a pas d'augmentation, la dette est maîtrisée, il y a un plan de sobriété qui ne demande qu'à être amélioré. Mais redonner du pouvoir d'achat aux contribuables qui payent une taxe foncière. Il y a que, je vous demande que ça. Oui, vous Voilà. c'est gratis. Oui, merci, on a compris. Que Allez, ça, merci je vous demande. beaucoup. On a pris acte donc de ce débat d'orientation budgétaire. C'est facile quand on est dans l'opposition de dire il n'y a qu'à Faucon. Quand il faut conduire un budget comme on le fait ardemment depuis 3 ans, je peux vous dire que c'est tout autre chose. Et la performance, la réalité des chiffres est là. Elle a été rappelée en détail. On a tout récapitulé. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes au-delà des mauvaises interprétations qui peuvent en être faites parfois. Heureusement qu'on a une opposition un peu plus responsable aussi dans ce conseil municipal. Nous allons passer à la seconde délibération qui concerne la modification des autorisations de programme. Et je laisse à nouveau la parole à notre adjoint aux finances, monsieur Jean Tomaselli. Oui, donc cette délibération donc, concerne les autorisations de programme qui constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation et elles peuvent être révisées. Les crédits de paiement donc, constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. Aujourd'hui, il est proposé d'ajuster cette programmation dont la dernière modification n'a été actée par délibération en juillet 2022. Et ces modifications sont retracées dans le tableau annexé à la présente délibération. Merci beaucoup Jean Tomaselli. Est-ce qu'il y a des demandes de prise d'intervention sur le sujet ? Pas de demande d'intervention. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons à la troisième délibération de ce conseil municipal qui concerne des subventions à une association, à savoir l'association de Notre-Dame du Château pour une subvention exceptionnelle. Et je laisse notre élu à la vie associative nous en faire la présentation. C'est Anthony Paget. Merci Monsieur le maire. L'association pour Notre-Dame du Château œuvre pour la mise en état, la sauvegarde et la mise en valeur du domaine Notre-Dame du Château. À cette occasion, l'association a réalisé d'importants travaux de remise en état et de mise en accessibilité de la calade pour un coût global de 65 903 €. Nous avons les images donc juste derrière. Il est proposé de prendre en charge une partie de cette opération par l'octroi d'une subvention d'un montant de 40 823 €, correspondant à la partie allant du bas de la calade jusqu'à la poterne. Effectivement, merci Anthony Paget. Donc, ça permet de faciliter l'accessibilité et la montée pour les personnes à mobilité réduite, qu'elles soient âgées ou pour des familles avec poussettes, jusqu'à Notre-Dame du Château, qui est un site remarquable de la commune. Et donc, nous prenons, ces travaux ont été menés par l'association et les membres de l'association. Donc, je les en remercie, je les en félicite aussi. Et nous avons convenu avec eux de prendre à la charge de la municipalité, donc ces aménagements avant la poterne qui est sur le domaine public, et eux ont gardé à leur charge la partie qui part de la poterne et qui va quasiment jusqu'à Notre-Dame du Château. Et donc vous avez quelques images et j'en profite pour vous inciter à y monter régulièrement. C'est un lieu de recueillement et d'une beauté exceptionnelle. On domine l'ensemble de la rade marseillaise quand on s'y trouve. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas, je le soumets à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante, qui est la mise à jour du catalogue de tarifs appliqués sur la commune. Une délibération qui est plutôt technique et qui nous est présentée par monsieur Jean Tomaselli. Oui, donc c'est la création et la mise à jour des tarifs de la commune. Donc il est proposé de mettre à jour ce catalogue des tarifs. D'une part, la taxe de séjour avec l'intégration dans tous les tarifs de la taxe additionnelle régionale issue de la loi des finances 2023. Et d'autre part, il s'agit de créer un tarif en application du Code de la santé publique pour les frais de conduite d'une personne trouvée en état d'ivresse. Merci beaucoup. Donc on met à jour ce catalogue. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Non, je le soumets à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons au volet solidarité avec la contribution au Fonds de solidarité pour le logement. Et je laisse la parole à l'élu qui est en charge de cette responsabilité, à savoir Corinne de Ranieri. Merci, monsieur le maire. Donc, la métropole est compétente dans la gestion des aides financières individuelles du Fonds de solidarité pour le logement.
Cette mission de solidarité a permis d'accorder en 2021 7 352 aides financières individuelles dans le cadre de l'accès ou du maintien dans le logement, ainsi que dans le cadre des impayés d'énergie et d'eau pour un montant total de 4,2 millions d'euros. Il semble, dans le contexte actuel, de continuer à contribuer à cette solidarité comme moteur de notre politique locale. La participation 2022 proposée par la métropole pour chacune des communes du territoire métropolitain serait de 0,15 €, soit pour Allo, 3 292,80 €. Ainsi, il est donc proposé de contribuer au Fonds de solidarité pour le logement de la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'année 2022 à hauteur de 3 292,80 €. Merci beaucoup Corinne de Ranieri pour cette présentation. Concrètement, ça va nous permettre d'assurer un logement social à 20 familles allodiennes qui sont dans le besoin. Donc c'est toujours bien de pouvoir le faire dans ce cadre-là. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je le soumets à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet environnement. J'y faisais référence en introduction dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Nous aurons une grande journée de reboisement le 12 mars prochain. Et dans ce cadre-là, nous avons conclu des conventions de partenariat, c'est-à-dire des soutiens financiers de la part de certaines entreprises, justement pour faire baisser le coût de la manifestation pour la municipalité. Je laisse Frédéric Plat-Gavaudan nous présenter le rapport, cette journée de reboisement, ainsi que ses partenariats. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et tous. Comme chaque année, bien sûr, nous organisons notre journée de reboisement, vous savez, cette journée qui fait suite aux incendies que nous avons subis sur notre commune. Je vais vous passer tous les chiffres du nombre de plantations que nous avons eu pendant toutes ces années, mais c'est vraiment colossal. Et chaque année, nous essayons d'agrémenter un petit peu cet événement avec différents ajouts. Depuis l'année dernière, cet événement s'est transformé en forum dans lequel tous les acteurs du massif se côtoient. Nous allons encore l'agrémenter cette année. Et chaque année, on dirait que cet événement devient de plus en plus appétant. Et le lien entre toutes les délégations qui ont travaillé sur ce dossier-là a fait que nous avons pas mal de personnes qui ont souhaité aider l'événement. Alors il y a les structures historiques, hein, qui sont toujours là, mais nous en avons d'autres. Alors je vais les citer tous, c'est important. Nous avons la société US Ingrédients qui est partie sur une donation de 2 500 €, l'agence immobilière ERA 2 000 €, la société Médecins, notre traiteur allodien, 1 000 €, la société Technicoflore que vous connaissez tous pour 1 000 € aussi, Crédit Mutuel du Canton Vert qui participe une fois de plus cette année avec 500 €, la Caisse locale du Crédit Agricole, encore une fois, qui est un acteur historique, 500 €, Société Médiagnostiqueur, donation financière de 500 €, ABC Valario Motoculture 250 € et l'ADNA pour une donation, cette fois-ci pas d'euros, mais de 100 arbres. Donc cette année encore, nous allons planter environ, je reprends mes petites notes parce que je ne me rappelle jamais les chiffres exacts et je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Nous allons planter environ 2000 arbres cette année avec différentes essences, comme d'habitude, des feuillus pour venir un petit peu renflouer notre système racinaire et vert de notre commune. Et voilà, donc j'espère que ce sera encore une super organisation et qu'il y aura un maximum d'allodiens présents. Merci. Merci beaucoup. Ont été mobilisés effectivement dans le cadre de la préparation de cet événement Isabelle Lévy-Fanucci qui ne pouvait pas être avec nous ce soir et Laurent Castillo sur la partie des partenariats. Donc un travail collaboratif qui a été rondement mené en espérant une belle journée le 12 mars prochain pour sensibiliser notamment les enfants à ces problématiques environnementales et au reboisement de nos collines. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Monsieur Gonzalez. Oui, simplement une question, monsieur le maire. Depuis le temps que nous faisons ces reboisements, c'est très bien. Est-ce qu'on a une idée du taux de survie de ces jeunes plants? Je crois qu'il est à peu près d'1 sur 2. Je laisse Frédéric Plat vous apporter quelques précisions. Nous sommes à peu près, oui, sur 50%, mais là je parle sous le contrôle d'Olivier Mendelia, le directeur du service environnement qui est là ce soir, à qui vous pouvez demander des précisions si vous le souhaitez. Oui, c'est à peu près 1 sur 2. On le sait depuis le départ. Hein. Alors chaque année, cette question revient sur le tapis. On le sait d'avance en fait, qu'on va avoir une perte assez importante. Mais Darwin faisant bien les choses, les plants qui restent sont les plants qui resteront et qui se pérenniseront dans nos massifs. Donc l'idée, c'est pas forcément de les aider de trop à s'installer, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils soient suffisamment forts pour s'installer et ensuite polliniser tout le reste avec l'aide de nos amis les abeilles pour que tout ça continue tranquillement. Voilà. Mais c'est à peu près 1 sur 2. Oui, d'accord, 1 sur 2, c'est un bon rendement, à mon avis.
Mais pour marauder pas mal dans les collines, j'ai pu constater sur place, dans les anciennes plantations que nous faisions, du côté de la Folie ou beaucoup plus haut, que le taux de survie est vraiment très faible. Il y a 2 ou 3 espèces qui prennent bien, les arbousiers par exemple, qui prennent mais qui végètent. Voilà. Alors il faut peut-être choisir des espèces qui perdurent, qui n'ont pas trop besoin de trop d'eau, parce que chez nous on n'a pas trop d'eau. Voilà, il faut peut-être faire un bon choix. Mais si vous dites 1 sur 2, moi je suis satisfait, c'est bien. Ouais, alors vous savez qu'on ne fait pas ça au pifomètre, hein, ouais, je m'en doute. Voilà, ni au doigt en l'air. L'idée c'est de s'appuyer sur les connaissances de gens qui savent. Et tous les ans, on essaye de mettre à jour les espèces qu'on va planter. Certaines reviennent parce qu'effectivement, il y a un taux de tenue un peu plus important que d'autres. D'autres sont testées pour essayer de voir si on peut les implanter. Après, on est sur une forêt méditerranéenne, il ne faut pas non plus implanter des essences qui n'ont rien à faire là. Donc c'est pour ça que vous voyez régulièrement les mêmes essences. Mais par contre, je vous invite à aller du côté de la limace, sur la partie basse de la Pinède, derrière le stand de tir. On a une zone qui s'est remarquablement bien comportée au fil des ans. Et on a des vrais arbustes qui commencent à faire des tailles assez importantes. Mais vraiment, je vous invite à aller voir M. Mendolia à la fin du conseil pour lui demander plus de détails. Merci beaucoup. Donc là, j'ai fait procéder au vote déjà ou pas? Non, pas encore. Non. Allez. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante, qui concerne donc une délibération qui revient d'année en année. Nous sollicitons la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre du dispositif garde forestière régionale pour affecter des étudiants à la surveillance de nos massifs forestiers durant l'été. Et c'est Frédéric Plat qui nous présente à nouveau ce rapport. Oui, alors ça, encore une fois, c'est une mise en place que nous renforçons d'année en année, à la fois avec le service environnement, les comités feu et l'aide que nous apportent ces 10 agents. Ils seront 10 cette année encore. Vous avez dû certainement les croiser. Ils sont là pour à la fois renseigner les marcheurs, les sensibiliser, et à la fois aussi pour venir nous aider à garnir un petit peu nos vigies. Vous savez, pour ceux qui connaissent, sur la zone de Tête Rouge, nous avons une zone qui nous permet d'avoir une vue globale sur le massif et qui nous permet d'alerter tout de suite les secours en cas de départ de feu. Les enjeux sont énormes, hein. Vous avez vu ce qui s'est passé un petit peu partout il y a quelques années au Portugal, mais pas que. Donc la lutte contre le feu est centrale dans la politique que souhaite mener le service environnement, et c'est pourquoi nous reconduisons cette année encore cette opération qui est chaque année super, à la fois pour les riverains des massifs et à la fois pour les jeunes qui viennent y participer, qui sont ravis de l'expérience. Merci. Merci beaucoup Frédéric Plat pour cette présentation. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante. On est toujours sur le volet environnement. Et justement, pour mieux préserver nos milieux naturels, nous avons négocié à l'amiable l'acquisition d'une propriété en zone naturelle. Je laisse le soin à M. Patrick Sabatier de nous en faire la présentation. Merci, Monsieur le maire. Donc, dans la continuité de la préservation des milieux naturels, de nos 4000 hectares, et de lutte contre l'incendie, nous avons été saisis par un propriétaire pour une vente amiable d'un terrain. Ce terrain se situe du côté des Barres, c'est-à-dire du côté, pour ceux qui connaissent, du vallon de Passetemps. Donc ce propriétaire nous a sollicité pour une vente d'un terrain d'une surface de 6993 mètres carrés, oui c'est ça, et au prix d'1 euro le mètre carré, donc pour un total de 6993 euros. Donc je vous propose donc d'acquérir cette parcelle, section BO 91. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, vous voyez à l'écran ou derrière moi où se situe effectivement cette parcelle. Ça permettra peut-être à certaines de mieux repérer le site qui se trouve en pleine zone naturelle préservée. Et donc, en faisant cette acquisition, c'est l'assurance de préserver nos massifs et de lutter plus efficacement contre les risques d'incendie, notamment en période estivale. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Monsieur Gonzalez. Oui, une question assez simple. C'était la politique antérieure de M. Povinelli, de préempter, de récupérer, d'acheter tous les terrains en colline en particulier. Donc, ce qui empêchait les propriétaires, les privés d'acheter ces terrains. Alors, est-ce que c'est une politique assumée de faire rentrer dans le terrain communal l'achat de toutes ces parcelles
C'est une volonté politique, Oui. c'est ma question, tout simplement. Oui, monsieur le député, monsieur Gonzalez, c'est une réelle volonté politique de notre équipe pour renforcer la préservation des milieux naturels et de lutte surtout contre l'incendie. Nous sommes certains qu'il y aura des débrousaillages, de l'entretien. Bon, pour ces parcelles où nous avons été sollicités directement, ça n'a pas été des préemptions, hein, c'est des sollicitations directes des propriétaires qui nous ont fait une offre de prix, nous sommes tombés d'accord sur le prix et nous avons acheté. Si tant est que cette délibération soit adoptée ce soir. Et j'ajoute juste une petite chose, c'est que vous savez que notre commune est couverte à 80% de zones naturelles, 76% sont publiques, donc appartiennent à la commune, et 24% appartiennent à des propriétaires, donc comme l'a signalé M. Sabatier, ce qui laisse la place effectivement à des zones non débroussaillées qui peuvent être potentiellement dangereuses. Donc ça nous conforte dans l'idée d'aller dans ce sens-là. Voilà. S'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Dans cette même dynamique, là aussi, pour préserver les milieux naturels, nous sollicitons une subvention du département pour une acquisition de parcelles au lieu dit La Folie. Monsieur Sabatier, vous avez la parole. Merci. Donc, c'est la suite de la délibération que nous avions prise au mois de septembre 2022, au cours de laquelle vous aviez donné votre aval pour acquérir plusieurs parcelles d'une surface d'environ 2 hectares. Ces 2 hectares se situent, lieu dit La Folie. Pour les connaisseurs, La Folie. Donc, c'est pour un coût de 37 698 €. Nous sollicitons une subvention par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Donc, il vous est proposé de solliciter cette subvention pour l'acquisition de cette propriété. Merci beaucoup. Donc là aussi, on sollicite le département pour venir alléger ses coûts pour la collectivité et la municipalité. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Oui, monsieur Gonzalez. Oui, simplement pour savoir, je situe à peu près l'endroit, La Folie, savoir si c'est un terrain constructible ou pas. Non, c'est un terrain situé en zone naturelle sensible, NS. Donc là aussi, moyen de nous assurer de ce bon entretien pour limiter, comme on l'a dit, notamment les risques liés aux incendies et s'assurer d'une bonne préservation de nos espèces naturelles. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Passons à la délibération suivante, qui concerne donc la création de la future école des embus et de son centre aéré. Et là, donc, nous allons mener un diagnostic d'archéologie préventive, comme cela est nécessaire dans ce type d'aménagement. Et c'est M. Sabatier qui nous en fait là aussi la présentation. Oui, monsieur le maire, donc je suis particulièrement heureux de présenter cette délibération, puisque c'est le premier acte concret, mis à part la signature que j'ai effectuée, le pouvoir du maire qui m'a conféré pour la signature de l'acte d'acquisition de cette parcelle. Nous sommes donc maintenant propriétaires de cette parcelle et nous pouvons dès à présent effectuer tous les travaux de préparation et de construction. Donc, cette délibération, il s'agit d'effectuer par l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, les diagnostics sur ce terrain où va se situer donc le nouveau groupe scolaire qui, je vous rappelle, 10 salles de classe, 6 classes élémentaires et 4 classes maternelles. Voilà, monsieur le maire. Si vous voulez, Oui. J'en ai terminé. Très bien, très bien. Donc on a bien compris l'intérêt de cette délibération. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant, à savoir la culture, avec une convention de mise à disposition d'un fonds entre la ville d'Allo et le fonds de dotation Marcel Pagnol. Je laisse la parole à l'élu à la culture, à savoir Jacqueline Fabre. Merci, monsieur le maire. Oui, en effet, c'est le rapatriement donc, du fonds Pagnol qui constituait l'exposition qui avait eu lieu à la Busine, qui a duré pratiquement 1 an, puisqu'elle avait commencé en février dernier, elle s'est arrêtée début janvier. Donc là, par une délibération du mois de juillet 2022, l'Assemblée avait autorisé la signature d'une convention
de mise d'un fonds entre la ville d'Allot et le fonds de dotation Marcel Pagnol, la présente délibération a pour objet de rassembler une seconde partie de la collection qui sera exposée au futur musée Marcel Pagnol. Ainsi, il est proposé d'approuver la dite convention. Très bien, merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est adoptée, je vous en remercie. Et donc c'est un peu dans la continuité, j'y ai fait référence là dans mes propos introductifs. Nous accueillerons le 4 février prochain la 2e édition du concours de nouvelles Marcel Pagnol, qui a rencontré d'ailleurs un franc succès à nouveau en termes de participation. Beaucoup se sont adonnés et ont pris leur plume pour participer à ce bel événement. Et là aussi, nous avons noué des partenariats pour prendre en charge une partie des frais d'organisation de manière à en réduire le coût pour la municipalité. Je laisse Jacqueline Fabre nous en présenter le détail. Merci Monsieur le maire. Oui, il s'agit en effet du concours Marcel Pagnol, qui est la 2e édition cette année, qui a déjà rassemblé à ce jour 250 participants, 250 écrivains. C'est un événement effectivement très fédérateur, qui va être complété le 1er février prochain par une écriture, ce qu'on appelle speed writing, les 3 U, une écriture rapide qui va se faire avec le lycée Monte Cristo. On a déjà une bonne trentaine d'enfants, d'adolescents qui sont inscrits, ce qui va encore monter le nombre de nouvelles à pas loin de 300 nouvelles, ce qui est quand même extrêmement impressionnant. Je crois que c'est le seul concours de nouvelles en France qui recueille autant d'écrivains. Autant de participation. Donc, à l'occasion de ce concours Marcel Pagnol 2022-2023, la Caisse locale du Crédit agricole du Canton Vert souhaite participer matériellement pour une donation de 2 bons cadeaux de 100 € et de 2 bons cadeaux d'une valeur de 30 € dans une ancienne culturelle. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée d'accepter la participation matérielle de la Caisse locale du Crédit agricole du Canton Vert. Merci, on remercie effectivement ceux qui agissent au nom du Crédit agricole et qui soutiennent ce type d'initiative pour la culture en proximité. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Nous passons au volet sportif, avec une convention avec l'association Avoir les gestes qui sauvent, de manière à ce que certains jeunes notamment puissent passer leur brevet et des formations adaptées pour la natation. Je laisse la parole à l'élu au sport, à savoir Émilie Partouche. Oui, bonsoir, merci Monsieur le maire. Alors effectivement, il s'agit d'une convention pour aider les Allodiens à accéder au diplôme BNSSA. Donc c'est le brevet de natation et de sécurité de sauvetage aquatique. Donc je vais vous lire le déroulé, puis vous donner après quelques informations un peu plus précises sur la formation. Donc il s'agit d'organiser sur la commune ce brevet de natation. Donc la commune souhaite apporter une aide financière afin de permettre à davantage de jeunes Allodiens de s'investir dans ce métier. La commune prendrait à sa charge à l'inscription une participation d'un montant de 100 € pour les Allodiens. Et ensuite, après obtention du diplôme de BNSSA, la commune participerait également pour un montant de 200 € pour les Allodiens. En contrepartie, les diplômés s'engageraient à travailler sur des périodes estivales au sein de la piscine municipale. C'est très bien, c'est du gagnant-gagnant. Oui, c'est très bien. Alors effectivement, c'est une association avec qui nous travaillons déjà depuis quelques années, Les Gestes qui Sauvent, avec Monsieur Spiès, qui est une très bonne qualité de formation. Pour accéder à la formation, qui a quand même un coût qui est assez lourd pour les familles, qui est quand même de 600 €. Donc cela permettrait d'aider en première étape de 100 € justement les jeunes, et sur la deuxième étape de 100 €, ça peut quand même permettre d'accéder plus facilement à la formation. En tout cas, c'est déjà une aide probante. Ensuite, c'est une formation qui se passe sur une semaine, donc pendant les vacances scolaires, sur les vacances de février et aussi du mois d'avril. Donc on a tous les matins des formations pratiques dans les bassins, dans la piscine municipale, et l'après-midi, les formations théoriques qui se passeront au bureau de services municipaux du pôle sport et jeunesse à Piloterie. Donc, écoutez, moi j'encourage les jeunes à s'inscrire. Alors, si vous voulez un peu plus de renseignements, bien sûr, vous pouvez vous rapprocher du service des sports qui pourra vous répondre et vous mettre en lien avec l'association Les Gestes qui Sauvent. Voilà, très bien, merci beaucoup. Sachant que le service des sports se trouve donc en interface avec le complexe sportif de Piloterie. Vous trouverez les coordonnées sur le site allo.com si nécessaire. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Monsieur Gonzalez. Oui, une bonne idée, ce gagnant-gagnant, là. Vous voyez, de temps en temps, je peux vous faire des compliments, monsieur le maire et madame. Mais savoir, vous considérez ces jeunes à partir de quel âge? Alors, oui, tout à fait. Il faut qu'ils soient majeurs. Il
faut qu'il soit majeur, effectivement. Et il faut quand même souligner que ce diplôme n'est pas un diplôme de MNS. En fait, ils permettent vraiment d'accompagner et d'assister des maîtres nageurs autour du bassin. Ils sont là aussi en qualité d'information et de prise de conscience autour du bassin sur les dangers de l'eau et de la nage. Ils peuvent aussi faire de la surveillance l'été et pendant les bassins loisirs, mais uniquement en compagnie de maîtres nageurs. C'est un soutien. Tout à fait. Merci pour ces précisions. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je soumets ces délibérations à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet petite enfance et je vais laisser la parole à Marie-Claude Allary concernant le nouveau règlement intérieur qui sera en vigueur au sein des crèches municipales. Oui, merci Monsieur le maire. Ces modifications ont pour objet de réunir pendant les vacances d'hiver, de printemps et la dernière quinzaine de juillet, les enfants des deux crèches. Ils seront accueillis au logis neuf. Et tous les enfants seront pris, bien sûr. Très bien, merci. Donc c'est une petite réorganisation qui permet d'optimiser le fonctionnement des deux crèches municipales, sachant que vous savez qu'on en avait une au pied du village, là, à côté de Carlevent, et une donc, qui s'intitule, qui a été baptisée les Pitchounes et qui se trouve au logis neuf. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas, donc on soumet cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet ressources humaines, avec l'attribution de bons d'achat et de jouets de Noël pour les enfants du personnel au titre de l'année 2022. Et en l'absence de Joël Mizrahi, je laisse la parole à Madame Chex au nom de la jeunesse. Le maire, bonsoir à tous. Oui, comme chaque année, la commune participe à l'occasion des fêtes de Noël aux cadeaux des enfants du personnel municipal. Il est proposé d'autoriser l'achat de jouets au tarif maximum de 46 € par enfant pour 190 enfants au titre de l'année 2022 auprès de la société Télésurprise Jeux et Jouets pour un montant de 4 978,74 € et de la société Au Fil des Jeux Péribaby pour un montant de 801,57 €. Il est également proposé d'autoriser l'achat de cartes cadeaux d'une valeur de 46 € auprès du prestataire Everest pour 44 enfants, soit un coût total de 2024 €. Merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Alors, si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à l'avant-dernier volet de ce conseil municipal, donc le volet nouvelles technologies avec la cession d'anciens matériels informatiques à des lycées professionnels. En l'absence de Stéphanie Gricot de Coningue et de Bernard Croze, je laisse la parole à Madame André Collin qui va nous faire la présentation des deux rapports suivants. Merci Monsieur le maire et bonsoir à tous. Il s'est avéré que nous avions du matériel informatique qui devait être réformé. Et donc, nous vous proposons une session gratuite de ces matériels à un lycée professionnel. En l'occurrence, ce sera le lycée Marie-Madeleine Fourcade à Gardanne, à titre gratuit. Dans le cadre de renouvellement de matériel informatique de type serveur, tour, écran, commutateur, la commune d'Allo a proposé au lycée polyvalent Marie-Madeleine Fourcade à Gardanne la cession gratuite de ces biens. Il est proposé à l'Assemblée d'approuver cette cession. Voilà, donc c'est du matériel bien spécifique. Vous savez que prioritairement, on donne ça à des associations ou aux services municipaux qui pourraient en avoir besoin dans le cadre de leurs activités. Là, c'est du matériel bien spécifique où seuls des lycées professionnels peuvent en avoir un vrai usage. Et donc, c'est pour ça que nous vous proposons ce soir cette session de ce matériel bien spécifique et technique. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas, je soumets immédiatement cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Et nous avons la même chose pour un autre établissement. Madame André Collin va nous le préciser. Oui, dans la continuité de la délibération précédente, il est proposé à l'Assemblée d'approuver la cession gratuite de matériel informatique réformé au lycée Ampère, à Marseille, bien entendu. Le lycée Ampère, tout le monde connaît. Et je vous propose de cette cession, dans cette délibération. Merci bien. Qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient. Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au dernier volet de ce conseil municipal,
C'est pas un vote, mais nous aurons à prendre acte d'un avis rendu par la Chambre régionale des comptes sur les relations financières entre la métropole et les communes membres de cette métropole. Je laisse Jean Tomaselli, notre adjoint aux finances, nous en faire une présentation. Oui, le rapport est en annexe, il y a 110 pages, je ne vais pas vous les lire. Le 27 juin 2022, la Chambre régionale des comptes a arrêté ses observations définitives sur les relations financières entre la métropole Aix-Marseille-Provence et ses communes membres. Le 20 octobre 2022, le conseiller de la métropole a informé son assemblée du présent avis. Conformément au code des juridictions financières, il appartient au conseil municipal de prendre connaissance du présent avis et d'en débattre. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc pas de vote, mais nous prenons acte de ce rapport. C'est une obligation qui nous est imposée. Donc ce conseil municipal touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. C'était le premier de l'année. Nous aurons à nous réunir d'ici au mois de mars pour le vote du budget. Je laisse la parole, je vois M. Gonzalez qui m'interpelle rapidement si vous le pouvez. Rapidement, oui, quelques secondes. Une question. Nous avons ces temps-ci supprimé l'éclairage public la nuit dans certains quartiers. Et je m'adresse donc en particulier à M. Minéo pour savoir si cela a eu un impact sur la sécurité, ou plutôt l'insécurité dans notre commune. Une question assez simple. Oui, bonsoir Monsieur le Sénateur. Absolument pas. Député. Le député, excusez-moi. Parce que je lisais des vœux d'un sénateur, c'est pour ça que j'ai été un petit peu perturbé. Pourquoi pas un jour. Écoutez, j'étais dans d'autres débats. Non, plus sérieusement, on n'a pas eu d'impact, bien au contraire. Malgré, c'est vrai que nous avons subi quelques cambriolages, mais aussi, on ne peut pas trop en discuter, nos caméras ont bien fonctionné, je tiens à vous rassurer. Et encore, pas plus tard que la semaine dernière, on a pu, grâce aux policiers municipaux, interpeller très rapidement les auteurs de cambriolages, bien qu'ils soient 10 fois moins, bien inférieurs à Marseille. Non, il n'y a pas eu d'impact sur notre sécurité. Voilà, la police municipale, Mme Moretti, pourra bien nous rassurer sur ce n'est pas une problématique, sur ce sujet, je dirais. Oui, non, les problèmes de sécurité, il est global. Il n'y a pas eu d'impact direct de l'extinction sur certains axes secondaires de l'éclairage public. Malheureusement, les périodes de fin d'année sont toujours propices à ce type de délinquance, avec notamment des risques de cambriolage accrus. Donc la police municipale est mobilisée à tous les instants. Comme on l'a dit en introduction, il faudra qu'on obtienne, sans beaucoup plus tarder, un renforcement des effectifs de la police nationale à Plan-de-Cuques. Parce que là, avec Laurent Simon à Plan-de-Cuques, nous, ici à l'eau, nous compensons les faiblesses des services de l'État en la matière. Mais au bout d'un moment, il faut aussi que l'État puisse assurer les prérogatives qui sont les siennes. Donc voilà, on compte. Heureusement, effectivement, la vidéoprotection dissuade et permet de résoudre des affaires, malheureusement, quand les faits sont consommés. Et comme je le dis, même si les statistiques de délinquance sont à peu près stables, un cambriolage, c'est toujours un cambriolage de trop. C'est un traumatisme pour des familles entières. Et donc, c'est un combat qui va encore nous animer, je pense, pendant longtemps, mais qui mérite d'être mené vraiment pas à pas. Et je veux vraiment, ici, autour de ce conseil municipal et au-delà, qu'on arrive à faire bloc pour obtenir des moyens supplémentaires de la part de la préfecture, de la part du ministère de l'Intérieur, pour mieux sécuriser l'ensemble de notre territoire et de notre canton vert. Donc ce conseil municipal touche à sa fin. Je vous souhaite à tous et à tous une très belle soirée, un très bon début d'année. Prenez soin de vous et on se retrouvera au plus tard, au mois de mars, pour le vote du budget. Merci à tous. Inch'Allah.